une table ronde où il n'y a que des femmes, donc on ne peut pas nous reprocher de négliger la mixité, n'est-ce pas? Eh bien, je vais être moi-même le modérateur parce que notre ami Stefano Scalera vient d'être nommé vice-chef de cabinet du ministère de l'économie et des finances par le ministre Gualtieri. Donc, il est cloîtré quelque part au ministère de l'économie et il doit bien rester à son poste parce qu'il y a tout un tas de choses à faire très importantes. Je vais remplacer donc l'ami Scalera. Je vous demande d'être bienveillant, étant donné l'heure qu'il est, qu'il y a en tout cas tout un tas de questions à poser à nos invités. Je vais commencer par la présidente de AIFO, Association italienne de Family Office. À Milan, il y a eu une rencontre très intéressante il y a quelques jours avec l'AFO, l'Association française des Family Office. À cette occasion, on nous a demandé d'aborder aussi l'aspect interculturel italo-français. Et nous avons pu donc exprimer et développer tous ces aspects qui sont très importants. Je donne la parole à Madame la Présidente. Bien sûr, évidemment, je me dois de remercier les organisateurs de ce forum. C'est la première fois que je participe à ce forum YFI. Je trouve vraiment que nos travaux ont été passionnants et puis l'endroit où nous nous trouvons est absolument charmant. Eh bien, je viens de faire une expérience très positive et j'essaierai de vous livrer quelques réflexions. J'ai fondé l'association de Family Office il y a 15 ans. Il y a 3 ans auparavant, parallèlement, on avait créé l'équivalent de cette association en France, AFO. Eh bien, nous avons vécu des vies parallèles sans trop d'échanges avec eux. À un moment donné, nous avons éprouvé le besoin, le désir réciproque de nous rencontrer, d'approfondir les échanges, pas seulement de nous observer de loin. Nous avons décidé de passer 3 jours ensemble. Nous avons passé 3 jours ensemble et nous nous sommes concentrés sur l'interprétation méthodologique et culturelle du thème Family Office entre nos deux pays. Je vais expliquer ce que cela veut dire. Family Office n'est pas nécessairement un thème connu. Moi, je le connais bien parce que j'en parle depuis 15 ans et je sais que ce sujet n'est pas vraiment très connu en Italie. Family Office signifie pas s'occuper de finances, comme on le pense. Ça signifie plutôt avoir les compétences pour une régie patrimoniale orientée vers la longévité. En particulier, la longévité patrimoniale est 50% en moyenne, 42% est représentée par l'entreprise familiale. Bien évidemment, la capacité d'interpréter l'avenir des entreprises familiales, la capacité d'être viable et durable est au cœur de l'activité de Family Office. Bien sûr, il y a à côté de ceci la gestion de l'entreprise proprement dite. En suivant les intérêts du capital familial, il s'agit de garantir la durabilité, la viabilité de l'entreprise au fil du temps. Au sein d'un tout à vocation de transférabilité. Alors, quel a été l'objet de nos échanges au niveau des 15
réalités italiennes, les 15 réalités françaises. Olivier a travaillé avec nous et il a été un témoin de cette initiative. Les points d'échange. On va examiner également les différences qui nous permettront de comprendre l'avenir ou le chemin à suivre à l'avenir. Eh bien, nous avons été obligés de faire une chose qui a une très grande valeur aujourd'hui et qu'il faut apprécier. Je dis obligé parce que l'Italie a de grandes difficultés à parler planification, à parler family office, c'est-à-dire parler de planification, de projet, de capacité de projet. Cela signifie avoir une vision à long terme. Ça veut dire avoir la conscience qu'il faut faire des choix orientés vers le futur. Eh bien, c'est un travail très difficile, au point que notre association, qui était la première en Europe, a décidé de mettre sur pied, de créer un master, une maîtrise de spécialisation dans ce domaine, ce qui a attiré l'attention de l'AFO. Donc, nous avons créé une sorte d'acquis culturel commun. Ceci marque les différences en même temps parce que c'est peut-être là une contrainte moins importante pour nos collègues français parce qu'on a évoqué déjà la culture cartésienne. En France, il y a déjà une approche forte vis-à-vis de la planification. Les plus habitués en France à planifier les choses, y compris dans la conception des projets pour assurer la longévité des patrimoines familiaux, il y a une tradition plus forte. D'autre part, et quant à nous, nous avons dû franchir un obstacle, comme quoi nous avons dû sauter à une distance plus longue. Voilà un premier point qui marque la différence, mais en même temps qui marque la convergence. Je vais m'en arrêter là et si vous voulez, après on va aborder un autre thème. Merci Patrizia. Tu dis quelque chose de très intéressant. Avec Olivier, nous avons été en partie les témoins de cette très belle expérience que vous avez faite d'échange, d'identification de différences. Je vais donner la parole à Madame Diane de Ferron pour lui poser une question sur l'importance des valeurs dans les entreprises familiales et qui sont... Sì, infatti dicevo alla Presidente che appunto è il mio lavoro aiutare les familles et les actionnistes à planifier. Mon travail consiste à aider les familles et les actionnaires. Il est vrai qu'en France, nous le faisons depuis longtemps. J'aurais voulu parler en français, je reprends. Je suis gênée parce que Fabrizio parlait en italien, mais je suis quand même plus à l'aise en français. Donc, oui, en France, c'est vrai que la figure du Family Business Advisor ou du conseiller pour les entreprises familiales existe depuis assez longtemps et elle consiste justement à accompagner les familles actionnariales, à anticiper, et à essayer de comprendre la vision. D'ailleurs, on travaille souvent la vision par actif au sein du patrimoine de la famille. Donc ça concerne l'entreprise, mais ça peut même aller au-delà de l'entreprise, ça peut être les biens immobiliers, ça peut être sur d'autres aspects du patrimoine. Et puis aussi, on va travailler avec la famille sur les valeurs. Alors les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, parce qu'on parle des valeurs, c'est un peu la tarte à la crème. Les valeurs, on en parle, et puis finalement, on ne sait pas très bien ce que c'est et à quoi ça sert. Donc on sait que ce sont des principes moraux, des convictions, et qui vont servir finalement à guider les décisions que va prendre la famille actionnariale, enfin, vont prendre les actionnaires, donc guider leurs décisions, guider leurs actions, et aussi guider leur comportement, parce que c'est bien gentil de dire que notre valeur, c'est le travail, mais après, il faut travailler. Donc, nous, les conseillers, on travaille beaucoup avec les actionnaires et avec toutes les personnes concernées pour que les valeurs, non seulement soient conscientisées, j'ai envie de dire, mais aussi qu'elles soient concrètement appliquées dans la vie de tous les jours, et aussi dans les décisions, et aussi dans la planification. Parce que la famille, finalement, elle tient ses valeurs de son histoire, c'est son identité. Et donc, très souvent, elle en est porteur inconscient. Alors après, le conseiller, il va servir à une chose, il va servir à prendre conscience de ce que ces valeurs sont aussi un patrimoine et qu'elles vont permettre justement de se projeter dans le temps et de se projeter dans l'organisation à la fois de l'actionnariat,
mais aussi de l'entreprise quand il va s'agir d'aller trouver des talents et de faire rentrer les générations futures. Donc ça, voilà, c'est un travail qui est très important, qui est très structurant pour les familles d'actionnaires. Je vais essayer de vous donner 2 exemples concrets. Un exemple que j'ai en ce moment avec une famille où, en fait, il y a une grosse dette après une acquisition. Et donc, les actionnaires ont décidé de renoncer à leurs dividendes pour justement que la dette ne soit pas trop forte trop longtemps, parce que un des critères et une des valeurs premières des entreprises familiales et des actionnaires, c'est évidemment la pérennité, la stabilité. C'est un peu la gestion du bon père de famille. Et c'est ce qui leur permet de durer dans le temps. Donc ça, c'est une valeur qui, effectivement, a guidé le choix de ces actionnaires dans cette décision. Ça, c'est un exemple concret. Et j'en ai un autre qui est une boîte italienne, qui est une entreprise italienne, enochienne, que je crois qu'Olivier peut-être se rappellera, Olivier Mellerio, de ce cas, parce qu'on l'avait présenté à l'INSEAD. Enfin, c'est la société Garbellotto, qui est une société qui produit des tonneaux et qui date de 1775, donc on est à la 9e génération aujourd'hui. Et dans les années 70, ils ont eu une grosse crise où il n'y avait absolument plus de commandes. Et les actionnaires ont vendu une partie de leur patrimoine personnel pour pouvoir payer à vide tous les salariés pendant 1 an, en se disant, ça va peut-être, voilà, on essaie de maintenir nos salariés, on essaie de maintenir tant qu'on peut. Et voilà, et la chance a voulu qu'un contrat au bout de 6 mois soit arrivé, qui est la société Gallo, que vous connaissez, de productrice de vin en Californie, à Monsanto, qui a passé une énorme commande de tonneaux. Et voilà, et la boîte est repartie après 8 générations, grâce au respect d'une valeur qui était la pérennité, mais aussi une autre valeur, qui est l'entrepreneuriat, parce qu'il y a une énorme prise de risque là-dedans. Donc c'est une valeur d'entrepreneuriat qui a perduré au gré de 8 générations. Et ça, c'est assez fort. Voilà, donc ça, c'est des exemples concrets de comment les valeurs peuvent guider les actionnaires, mais aussi se retrouver à tous les échelons de la gouvernance. On va les retrouver au niveau du conseil d'administration, on va les retrouver aussi au niveau de l'opérationnel. D'ailleurs, c'est très étonnant quand parfois on fait travailler les opérationnels sur leurs valeurs, on s'aperçoit qu'il y a une vraie correspondance entre les valeurs des gens qui travaillent dans l'entreprise et des actionnaires. Merci Diane. Donc nous passons maintenant... Nous allons passer donc à Floriane de Saint-Pierre, qui est présidente de Ethics and Boards et qui a fait une étude très interessante e très importante. Scusi, parlo francese, ma mi sono sbagliato anch'io. E quindi è uno studio sulla governance delle società familiari quotate per l'IFA. L'IFA è l'Istituto francese degli amministratori e quindi chiediamo infatti a Floriane se ci può dire quali sono le specificità della governance delle società familiari quotate in borsa in Europa. Merci Fabrizio. C'est vraiment un très très grand plaisir d'être un vendredi ici en train de parler des valeurs familiales et des entreprises. Donc je savoure chacun des moments. Et d'abord j'ai voulu mettre ma chemise IREFI puisque en fait elle porte les couleurs de la France, mais elle a été créée par Gucci. Donc je pense que effectivement c'est ma chemise IREFI. Nous allons l'adopter comme drapeau d'IREFI maintenant. Plus sérieusement, Ethics and Boards, moi je suis financière, j'ai effectivement une activité qui est dans la recherche de dirigeants et finalement, quand on parle de recherche de dirigeants, on revient immédiatement au sujet de la gouvernance puisque c'est le conseil d'administration qui va décider du dirigeant. Donc, aujourd'hui, Ethics and Boards, on est la plus grosse base de données. On est une governance data place indépendante. On travaille avec 1 million de données, qui sont les données que l'on récolte dans tous les documents de référence, la BNP. Tous les documents de référence sont effectivement structurés avec des outils digitaux qui évoluent bien sûr chaque jour. Et ces outils permettent effectivement d'avoir à la fois une vision à un moment T, mais aussi des visions stratégiques de simulation et de comparaison par rapport à des indices financiers ou par rapport à des secteurs d'activité.
Nous sommes partenaires de nombreuses institutions, dont le gouvernement français, dont l'OCDE, dont l'INSEAD, et également de l'IFA. Alors, l'IFA, nous avons, à la demande de l'IFA, on fait beaucoup de choses pour eux, mais notamment, on a fait cette première étude, enfin, on est le partenaire pour cette première étude qui concerne les sociétés familiales cotées. Sujet vraiment absolument passionnant. Et de se dire, dans les sociétés familiales cotées en Europe, est-ce que l'on observe ou non des points communs de gouvernance? Donc, c'est un périmètre d'à peu près 300 sociétés familiales cotées, allemandes, du nord de l'Europe, France avec un périmètre SBF et Italie avec le FTSE MIB. Alors, qu'est-ce qu'on a considéré comme société familiale? Ça, on a demandé à l'IFA de nous donner les critères. Et les critères sont au moins 10% du capital ou des droits de vote et la famille fondatrice présente dans les instances non exécutives ou exécutives. Donc ça a été les critères et nous, on les a appliqués. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que dans le SBF, donc les 120 plus grosses sociétés cotées en France, un tiers des sociétés sont considérées comme sociétés familiales. Dans le FTSE MIB, avec ces critères, un tiers des 40 plus importantes sociétés italiennes sont considérées comme sociétés familiales. Alors, je vais parler rapidement des 3 points clés et puis après on parlera plus avant des valeurs. Je dirais la stabilité. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de court terme ou de long terme. Il faut rendre hommage aux sociétés familiales pour leur stabilité. Nous, en données, on la mesure avec 2 critères. Stabilité, bien sûr, du capital, mais stabilité au niveau des membres des conseils d'administration. 7 ans en France, 4,5 ans en moyenne pour les sociétés hors familiales du SBF, 8 ans. Donc une stabilité au niveau des conseils d'administration, une stabilité également au niveau des CEO. Alors on peut débattre de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais quand on voit des sociétés comme L'Oréal, qui finalement ont eu 2 CEO en 20 ou 25 ans et qui ont construit un des leaders mondiaux du secteur, on peut voir que la stabilité est certainement un critère qui nous donne à réfléchir aujourd'hui. Le deuxième point clé de cette étude, c'est finalement l'engagement des familles. L'engagement des familles qui se manifeste par le fait que lorsqu'on le regarde, les sociétés familiales du FTSE MIB, toutes ont un membre exécutif et 65% dans le cas de la France, ont un membre effectivement exécutif dans leur conseil d'administration et souvent, comme on le sait, le PDG. Le troisième point, et là, nous avons effectivement travaillé avec Euronext, donc merci Camille. Et le troisième point, c'est que les sociétés familiales cotées, notamment en France et en Italie, surperforment l'indice boursier sur les 5 dernières années, qui était le périmètre. Donc peut-être que l'année prochaine, on pourrait approfondir avec l'IREFI un focus France-Italie. Mais voilà, les sociétés familiales ont surperformé l'indice. Magnifique, merci. C'est une bonne nouvelle, c'est une information importante. Et maintenant, nous passons la parole à Camille Lecade et Euronext. Et en lui posant la question, justement, est-ce qu'on peut garder les valeurs familiales de l'entreprise familiale lorsqu'on est coté en bourse? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si ça marche. Ça y est, ça marche. Donc, moi, je travaille pour Euronext. Euronext, c'est un acteur boursier qui regroupe 6 places boursières en Europe, dont la Bourse de Paris. Alors, malheureusement, pas encore celle d'Italie, mais on y reviendra peut-être. On est très actif en Italie parce qu'il y a beaucoup d'intérêt en France pour les sociétés italiennes et les actionnaires sont très friands d'entreprises et d'entrepreneurs italiens. Donc, on a de plus en plus de sociétés venant d'Italie qui viennent se coter à Paris. Et donc c'est vrai que quand on parle d'entreprise familiale, généralement la bourse apparaît un peu comme antinomique. Dans l'imaginaire collectif, la bourse c'est le court-termisme, c'est le trading algorithmique, c'est aussi la transparence. Et c'est pas toujours les valeurs pour lesquelles les entreprises familiales sont réputées être le plus friands. Et pourtant, la bourse peut jouer pour ces entreprises un véritable rôle de catalyste et les aider à conserver leurs valeurs dans la durée. Et il y a un certain nombre d'entreprises familiales, alors suffisant pour que Floriane puisse faire des études. Sur Euronext, on en a plus de 250 qui ont vu dans la bourse la façon de garder le contrôle dans la famille et de s'inscrire dans la pérennité tout en assurant, avec des financements réguliers, la croissance de leur entreprise et de leurs employés et de leurs fondamentaux.
Alors, en bourse, qu'est-ce qu'on a? On a des entreprises familiales toutes petites. Alors, toutes petites pour la bourse, c'est relatif. C'est des sociétés qui valent 5, 10 millions. On a des sociétés de taille intermédiaire. Par exemple, l'année dernière, on a eu une très belle entreprise dans le monde du meuble, Roche-Beaubois, qui est venue se coter en bourse et qui vaut à peu près 200 millions. Et puis, on a aussi, vous les connaissez tous, des géants. Alors, par exemple, une des plus grosses entreprises cotées chez nous, c'est AB InBev, un leader mondial dans les boissons. Et c'est une très, très belle entreprise familiale, très bien établie. Et pourquoi ces entreprises familiales viennent en bourse? Et qu'est-ce qu'elles recherchent en fait? Pourquoi elles y voient un lien et la continuité des valeurs qu'elles incarnent? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est de garder le contrôle. Parce que c'est quand même souvent le driver clé des entreprises familiales. Comment on s'assure qu'on va pouvoir maintenir la famille au capital, ou en tout cas dans l'influence de ces sociétés. Et parfois, une société, lorsqu'elle veut grandir, elle a besoin de capitaux. Et quand on ouvre son capital, ce qui est important, c'est de pouvoir le contrôler. Et la bourse, parce que l'actionnaire est tellement dilué, ça permet justement de garder le pouvoir en cédant une partie, mais pas tout. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, c'est à peu près 70% des actions que la famille continue de détenir après l'introduction en bourse. La deuxième raison, et sûrement la principale, c'est que la bourse permet d'organiser la liquidité. Et du coup, ça permet de gérer la succession et la transmission. Parce qu'une entreprise familiale, au bout de la 3e, 4e, 5e génération, commence à avoir beaucoup d'actionnaires et tous ne sont pas associés de la même façon à la continuité et à la gestion opérationnelle de l'entreprise. Et du coup, certains peuvent peut-être partir, vendre tout ou partie de leurs titres. Et au lieu d'être dans des process qui peuvent être parfois très compliqués, la bourse offre un prix objectif et un moyen immédiat de sortir ou d'acheter à tout moment des actions. Et enfin, et c'est peut-être là l'angle que je trouve le plus intéressant, la bourse permet de professionnaliser et de structurer l'entreprise. On est obligé de se soumettre à un carcan. Et parfois, dans une entreprise familiale, ça peut avoir du bon d'avoir des standards de gouvernance qui sont forts, qui sont régis, qui sont structurés, d'avoir des discussions ouvertes sur la rémunération des dirigeants, le plan de succession, où est-ce qu'on va. Et on a beaucoup de sociétés familiales qui, parce qu'elles vont très bien, n'ont pas besoin de lever d'argent, ne sont pas en bourse parce que leurs héritiers veulent partir, mais parce que justement, ça leur apporte cette crédibilité et cette force. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, d'avoir rencontré une entreprise portugaise qui s'appelle Corticera Amorim. C'est le leader mondial du liège. Ils sont basés entre Porto et Lisbonne. Et c'est une entreprise familiale de 4e génération maintenant. Et la raison pour laquelle ils sont en bourse, ils n'ont jamais levé d'argent. Ils ont un flottant, c'est la part qui est disponible pour les échanges, qui est tout petit, qui est de 10%. Donc c'est pas un titre qui est très tradé sur les marchés. Mais ce qui les intéresse, c'est que du coup, parce qu'ils ont cette gouvernance, parce qu'ils ont cette structure de reporting qui est imposée par les marchés, ils sont crédibles. Et pour être fournisseur de la NASA, par exemple, ça les aide. Sinon, ils ne peuvent même pas postuler aux appels d'offres. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que la bourse, parfois, peut permettre, contre-intuitivement, aux entreprises familiales de maintenir leur valeur dans la durée. Merci. Alors, le problème que nous avons maintenant est inverse, parce que l'efficacité des femmes est redoutable. En 20 minutes, le premier tour a été fait, tout a été dit. On ne sait pas quoi dire. Il faut des hommes, nous appelons les hommes ici à la table ronde pour parler 20 minutes, une demi-heure, sur toujours la même chose, mais bon. Donc, je commence le deuxième tour de table avec Patrizia. 20 minuti ha fatto tutto. Abbiamo tempo, facciamo un altro giro. No, altri 4 giri adesso dobbiamo fare. Quatre tours. On en avait prévu 2, maintenant il faut en faire 4. Nous allons parler de Next Generation. Que fait AIFO pour la transmission aux nouvelles générations? Merci. Et c'est un topic. Je vais être très synthétique et brève, même si ce thème est très important et mériterait un long développement. Nous nous efforçons de lutter contre notre ennemi. Notre ennemi est la dispersion.
L'ennemi est donc la dispersion. Alors, que faire? Nous savons que pour un grand patrimoine, pour être considéré comme grand, le seuil augmente en raison de la concentration de la richesse, d'une plus grande concentration de la richesse. Si un grand patrimoine se morcelle, il n'aura plus les mêmes caractéristiques, les mêmes avantages ou les mêmes privilèges qu'un grand patrimoine. Inutile d'entrer dans les détails, c'est facile à comprendre. Et la tentation, les risques sont donc d'un côté un risque de dispersion du fait de dynamiques internes liées à la détention, au pouvoir, aux privilèges, aux dynamiques émotionnelles liées à l'argent et au pouvoir. Or, là, il faut travailler sur les valeurs. Comme l'a dit Floriane, nous travaillons sur les valeurs. Bref, nous nous efforçons d'arriver avec les Next Gen à parler argent après avoir fait un parcours, un voyage dans les valeurs de la famille, en obligeant, entre guillemets, les générations à écrire, à s'écrire. C'est un travail de récupération des raisons qui font que nous restons ensemble au-delà des dividendes, des places au conseil d'administration. Et puis, par exemple, non seulement les entreprises, mais les fondations, patrimoine artistique, des châteaux qui ne sont pas rentables. Bref, pour rester ensemble, il faut trouver, je m'excuse en anglais, je vais dire en anglais, donc la raison, c'est les valeurs écrites, et j'insiste, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de sa cuisine. Il faut aller au-delà de sa cuisine. La cuisine, même si c'était une salle à manger où s'assoient 7 générations, c'est une tradition orale qui n'aboutit à rien, qui ne suit aucun parcours. Et c'est là le premier ennemi. Le deuxième ennemi est le fait que nous, comme cela a été souligné à maintes reprises, et je parle pour l'Italie, nous avons de petites entreprises qui sont vertueuses, qui sont très belles. Et nous avons de l'autre côté une classe d'entrepreneurs qui, comme cela a été rappelé, a été très souvent à la machine de tournage. Et puis, donc, ces personnes n'ont pas de vision sur les dynamiques et subissent les conséquences de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent seulement l'entreprise. Face à la difficulté de choix, comment aller de l'avant, donc le problème de la succession, cette personne succombe au charme de quelqu'un qui arrive et qui veut racheter l'entreprise. Alors nous, l'Italie, je ne veux pas évoquer des chiffres, mais notre stock de liquidités fait que nous avons une richesse privée immense, sans vouloir faire de comparaison, mais cette économie est plus importante que la dette publique. Nous portons très très bien, nous avons une très bonne santé théorique, mais la tentation est de passer à un stade qui est celui de la financiarisation de l'histoire de l'entreprise. Et c'est un risque, un vrai risque. Et comment pouvons-nous l'endiguer? Il faut mesurer la durabilité de l'entreprise. Il faut faire comprendre que si quelqu'un arrive et qu'il applique des multiples très très élevés, cela veut dire que l'entreprise est durable. Cela veut dire qu'elle a une vie future. Cela signifie qu'elle a une raison d'être pour les générations futures. Et donc, il faut donner des paramètres de durabilité. Et le dernier point, et je m'arrête là parce que j'ai dit un très grand nombre de choses, j'ai mis beaucoup de pain sur la planche. Bon, nous nous efforçons de remplacer le terme passage ou transmission par le terme coexistence. Parce que, heureusement, pour moi qui suis suffisamment âgée,
une personne qui a 70 ans ne doit pas arrêter de travailler ou d'aller de l'avant, d'avoir des projets. Cela n'a pas de sens. C'est un gaspillage en plus, c'est un gâchis. Et donc, tout cela doit nous apprendre à remplacer ce passage par une approche différente où l'entrepreneur doit être accompagné avec beaucoup de patience pour passer du fait d'être un constructeur de richesse à être un accompagnateur de talent. C'est un métier nouveau qu'il doit apprendre à faire. Il faut un parcours, mais on ne saurait dire dès demain, tu quittes, j'arrive. C'est une dynamique vouée à l'échec. Alors, les trois éléments sur lesquels nous intervenons, écriture de la charte de valeurs, mesure de la durabilité de l'entreprise et parcours de coexistence entre les générations. Parce que, heureusement, à l'intérieur d'un grand patrimoine, il y a au moins 3 générations en verticale, sinon 4, qui coexistent. Alors, songez ce que cela signifie à l'horizontale, et donc avec les différents membres de la famille. Et je m'arrête là. Merci. Nous allons continuer avec les nouvelles générations. Comment transmettre ces valeurs ou les valeurs aux nouvelles générations? Oui, donc pour rebondir sur ce que disait la présidente, c'est vrai que le premier ennemi, c'est évidemment la dilution du capital et que vraiment le seul exercice qu'on puisse faire, c'est de vraiment trouver une cohésion. Et cette cohésion, elle n'arrive pas du jour au lendemain, elle se travaille, écrivant l'histoire, travaillant sur l'histoire. Moi, j'ai des clients qui font des vidéos sur leur histoire, avec des archives, avec des témoignages des générations anciennes qui ne sont plus dans l'entreprise. Enfin, il y a des tas d'outils concrets qu'on peut mettre en place pour écrire cette fameuse histoire. L'autre chose qui est très importante, c'est la sensibilisation des nouvelles générations. Il peut y avoir des workshops, des visites de sites d'entreprise, pour justement s'imprégner concrètement des valeurs de l'histoire de la famille, mais aussi de ce qu'est l'entreprise au jour le jour, rencontrer des opérationnels de l'entreprise qui expliquent comment fonctionne l'entreprise, qui comprennent les challenges de l'entreprise, les enjeux. Tout ça, c'est très important pour les nouvelles générations. C'est une façon finalement de les préparer, mais là, on est déjà dans un discours d'anticipation, parce qu'on peut commencer à travailler avec des nouvelles générations déjà dès l'âge de 10-12 ans. Il suffit de s'adapter, en fait. Oui, voilà. On peut faire des choses très ludiques pour les plus jeunes et puis, évidemment, plus sérieuses pour les moins jeunes. Après, il y a évidemment des outils techniques pour travailler sur cette dilution. C'est créer des bourses internes. Donc là, c'est bien sûr plus technique. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que de travailler avec l'actionnariat familial permet à la fois de créer cette cohésion, cette sensibilisation, mettre des outils concrets juridiques, éventuellement permettre donc à ceux qui veulent sortir de sortir et donc du coup assainir en fait cet actionnariat qui est convaincu et qui va contrôler en harmonie l'entreprise. L'autre, je rebondis toujours sur ce que disait Madame la Présidente, l'autre danger aussi, c'est le fondateur, souvent, c'est la recherche académique le montre, le fondateur a beaucoup de mal à transmettre. D'ailleurs, en Italie, on est sur un capitalisme familial qui est fait de 2/3 de fondateurs, et ça, c'est une vraie difficulté. Et c'est normal, c'est son bébé, c'est très compliqué. Et puis, comme le disait Madame la Présidente, on vit plus longtemps, on n'a pas envie d'être éjecté comme ça du jour au lendemain. Donc ça, c'est un autre accompagnement qu'on peut faire, c'est apprendre aux générations à travailler ensemble. Et on accompagne celui qui transmet et celui qui reprend. Donc, parce qu'il y a un accompagnement aussi psychologique, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que celui qui transmet doit aussi se recréer une nouvelle vie et avoir de nouveaux projets. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc ça, c'est aussi un accompagnement qui doit être un petit peu anticipé, qui doit se faire aussi dans le temps. Et puis apprendre aux générations à parler. Et là, je reviens sur les valeurs. Je parlais de la valeur travail tout à l'heure. Il faut savoir, et ça je le constate dans le quotidien, la valeur travail n'est absolument pas comprise de la même manière par la génération des 60 ans et la génération des 30 ans. Alors les 60 ans ont une conception presque sacrificielle du travail. Les 25-30 ans, non. Ça ne va pas toucher mon bien-être au quotidien. C'est très important, ma vie privée.
Et donc, on a dit le même mot, mais derrière, on n'a pas du tout parlé des mêmes comportements. Donc, il va y avoir une médiation qui va être faite entre les deux générations pour comprendre de quoi on parle et comment on va arriver à travailler ensemble et comment on va arriver à se comprendre. Voilà. Voilà, donc, merci Diane. Et donc, nous continuons avec... donc avec une question pour Floriane sur la gouvernance donc, des sociétés familiales cotées en France et en Italie. Voilà, comment elles reflètent un certain type de valeurs, ces gouvernances. Alors, effectivement, les sociétés familiales cotées, je dirais, sont engagées finalement. Alors, quels sont les critères qui peuvent mesurer leur engagement ? Je rebondis sur les points qui ont été évoqués et bien sûr la question de l'engagement des générations suivantes. Si on est un actionnaire effectivement de long terme, si c'est son argent, on a envie que la société dure, comment est-ce qu'on prépare ? Donc il est intéressant de voir en données structurées que ce sont les sociétés familiales finalement, de Vicat en France dans le ciment à LVMH, qui font, et bien d'autres, qui font rentrer la génération qui a moins de 40 ans. Donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, dans un monde en pleine transformation, quand vous êtes autour de la table du conseil d'administration et quand c'est votre argent, vous êtes peut-être considéré comme non indépendant, mais en fait, vous n'avez aucun intérêt à être complaisant. Vous avez intérêt effectivement à dire ce que vous pensez et vous êtes le témoin finalement de votre génération. Donc il est intéressant d'observer que et on pense à des sociétés italiennes, notamment à Ferragamo, qui avait 3 générations autour de la table du conseil d'administration, avec Wanda Ferragamo jusqu'à son décès, Ferruccio Ferragamo, James Ferragamo. Et donc, il y a cette préparation des générations. Donc ça, je pense que c'est en termes de valeur un point tout à fait important, mais aussi tout à fait extraordinairement utile dans l'appréhension du monde du XXIe siècle, tout en ayant les grandes figures de la famille. Le deuxième point des sociétés familiales cotées, c'est en général la place qu'elles ont fait à la diversité sous toutes ses formes et d'une façon très naturelle. Je prends par exemple la question des femmes. On parlait de Kering tout à l'heure. François-Henri Pinault s'est engagé. Nous avons une loi que vous connaissez, qui est la loi Copé-Zimmermann, 40% d'un des deux genres. Lui, il a mis 40% d'hommes au sein du conseil d'administration, c'est-à-dire effectivement 60% de femmes. Je prends une autre société familiale, une société italienne qui a nommé une femme CEO, c'est Ferragamo, et je crois que c'est la seule femme CEO dans le FTSE MIB. Donc c'est intéressant de voir que sur des critères de féminisation, on pourrait regarder des critères d'internationalisation au sein des conseils d'administration. Les sociétés familiales, là aussi, vont en général chercher la compétence avant tout chez leurs indépendants. Je pense à Ipsen qui est allé chercher une grande sino-américaine scientifique pour son conseil d'administration, aussi bien que Tony Belloni, qui est DG effectivement du groupe LVMH, qui siège au conseil d'administration et qui est italien comme son nom l'indique. Le point suivant concernant les valeurs, et je ne vais pas faire les choses trop vite, alors c'est pour ça que je prends un peu de temps. Mais en fait, parce que tu es tellement efficace. Dans la table sur les valeurs, on est, à part Fabrizio, on n'est que des femmes. Moi, je suis ravi, mais c'est tellement efficace. Et donc là, je vais parler d'une valeur qui est vraiment celle qui nous occupe tous aujourd'hui. C'est la prise en compte finalement du CSR ou des critères ESG au sein de la gouvernance. Et là aussi, finalement, les sociétés familiales, parce que quand elles décident, elles peuvent aller vite, sont sans doute très, très alignées par rapport à leurs valeurs. Alors, soit elles n'y attachent pas d'importance et là, on ne voit rien du tout. Mais quand elles y attachent de l'importance, je pense à Moncler, où à la fois, on voit des comités de sustainability au niveau du conseil et une rémunération du CEO qui a des critères de sustainability. Mais quand on regarde en France, je vais prendre le secteur qui représente 25% de la capitalisation du CAC 40, c'est-à-dire 25% de la capitalisation du CAC 40 sont 4 sociétés qu'on appelle les calls, Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH. C'est le secteur du luxe aujourd'hui qui représente 25% de la capitalisation du CAC 40. Toutes ces sociétés sont très engagées.
on pourra dire parce que elles sont très polluantes, mais elles sont très engagées, avec, et vous en êtes un témoin, un exemple et un acteur, un engagement qui se matérialise par des comités dédiés, notamment dans le cas de Kering ou combinés, mais également, et là c'est plus rare, parce que si on compare par rapport au S&P, ça vous le trouvez quasiment pas, une rémunération du CEO qui intègre des critères CSR. Et c'est intéressant de voir que 3 des 4 sociétés Call, enfin 3 sur 4, ont intégré non seulement, enfin 4 ont intégré des comités CSR, mais 3 sur 4 ont intégré ce variable, ce critère sur le variable du CEO, même lorsqu'il est lui-même l'actionnaire. Donc un grand alignement et la capacité également à aller de façon voilà, très, très profonde sur ce type de valeurs. Merci Floriane. Et donc, pour revenir à Euronext, donc Euronext a ouvert un bureau à Milan, en Italie à Milan, et donc les entreprises familiales, est-ce qu'elles intéressent, est-ce que ces entreprises familiales intéressent les investisseurs boursiers? Camille, qu'est-ce que tu en penses? Alors, qu'est-ce que tu me dis? Ça remarche? J'ai un petit peu de mal, voilà. J'ai ouvert un bureau à Milan il y a 3 ans parce qu'on était parti du principe et on en est complètement ravis et convaincus aujourd'hui qu'il y avait un grand potentiel en Italie, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises en forte croissance et qui avaient besoin de capitaux et pour lesquels on pouvait apporter une solution. Donc on a embauché un Italien, Giovanni Vecchio, qui n'a pas pu être là aujourd'hui et ce qu'il fait au quotidien, c'est aller rencontrer des dirigeants d'entreprise, parler avec eux de leurs projets de croissance et voir en quoi une introduction en bourse pourrait ou pas les aider en fonction de leurs projets. On a eu un certain nombre d'entreprises italiennes qui se sont cotées depuis lors. On en a eu 8 en 3 ans. La plus connue, qui n'est pas forcément celle dans la meilleure situation financière, mais qui a un projet très intéressant, c'est La Perla, qui est rentrée en bourse sur Euronext cette année. Et donc au début, notre cible initiale, c'était les entreprises technologiques, parce que c'est à la mode aujourd'hui en bourse. Il y a à peu près 80% des nouvelles introductions qui concernent des sociétés innovantes. Ça peut être des biotech, ça peut être des sociétés dans le digital, ça peut être des sociétés dans les éco-industries. Et donc c'était un petit peu l'axe qu'on avait. On s'est dit, bah voilà, en Italie, il y a des choses très intéressantes, des Pipoli jusqu'à des acteurs un petit peu plus disruptifs. Et donc on va travailler sur cette cible. Et puis, ce dont on s'est rendu compte en travaillant sur le terrain, en rencontrant les gens, c'est qu'il y avait aussi pas mal d'intérêt de la part d'entreprises familiales, beaucoup d'intérêt en France de la part des investisseurs qui nous demandaient d'amener plus d'entreprises italiennes. Alors, ils étaient très contents qu'on leur apporte des entreprises innovantes, mais ils étaient désireux d'entreprises un petit peu plus traditionnelles, et puis avec cette logique long-termiste qu'ont les entreprises familiales. Floriane en a un petit peu parlé tout à l'heure, les investisseurs boursiers adorent les entreprises familiales. La raison, c'est parce que leur principale valeur à eux, c'est la surperformance. Et en moyenne, sur les 10 dernières années, les sociétés familiales en Europe performent de 20%, les indices classiques. Donc c'est assez significatif. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui en Europe, en France et en Italie, il y a pas mal de fonds de gérants qui sont spécialisés sur les entreprises familiales, parce que voilà, c'est une vraie source de valeur et de richesse. Et puis là, et donc, sur la base de ça, aujourd'hui, on commence à rencontrer de plus en plus d'entreprises familiales italiennes dans des secteurs comme le luxe, comme le tourisme, comme tout ce qu'on appelle food and beverage, où nos 2 pays sont très actifs et ont vraiment de beaux actifs à faire valoir. Donc c'est vraiment un joli projet et donc on espère qu'il y en aura de plus en plus. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises familiales italiennes dans la salle, mais en tout cas, si vous avez besoin d'argent, c'est le moment. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça d'habitude, parce qu'en plus, nous, on est neutre, alors vous voyez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a trop peu d'actifs traditionnels qui viennent en bourse et lorsque le dossier est de qualité, toujours, mais il y a vraiment beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs, ce qui n'a pas été le cas ces 10 dernières années, où pendant longtemps, on regardait que des business très innovants, très disruptifs, et aujourd'hui, les investisseurs en reviennent un petit peu, parce que ce qui compte à la fin, c'est d'avoir des portefeuilles équilibrés, et voilà. Et peut-être un dernier point, mais c'est vraiment pour faire le lien, les investisseurs boursiers adorent les entreprises familiales, mais ils sont très sensibles à tout ce qui est considéré point faible dans une entreprise familiale, de l'intérêt lorsqu'on arrive en bourse et lorsqu'on est coté en bourse d'être très près sur les sujets succession, sur les sujets gouvernance, sur les sujets
les sujets qui sont les challenges de toute entreprise familiale, qu'elle soit cotée ou non, parce que ce sont les points d'attention. Merci Camille. Magnifique, belle intervention.